Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire. Ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Le combat contre la bête immonde aujourd'hui, il faut le mener. Et la bête immonde, c'est l'islamo-gauchisme. Si les Français ne veulent pas combattre avec nous, eh bien moi, je n'irai pas continuer à la défendre en vain et j'irai probablement, oui, m'installer ailleurs, là où je serai plus en sécurité. Le peuple français est décérébré. Le peuple français est décérébré. Ma question est, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on est en démocratie? On peut pas forcer les gens. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Quoi ? Il y a des Juifs en France, en Provence, depuis le 1er siècle. Juifs du pape. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. C'est-à-dire ils étaient là avant les Francs et les Burgondes. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms. Donc nous sommes ici, chez nous. Oui, oui, oui. Oh my gosh! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? Mais ces gens sont dingues. Jullie zijn het, die al 77 jaar lang apartheid en bezetting organiseren in Palestina. Jullie zijn het, die het Palestijnse land blijven koloniseren. Jullie zijn het, die vandaag een genocide uitvoeren. En jullie willen het Palestijnse volk uitroeien, maar dat zal jullie niet lukken. Jullie willen het Palestijnse volk breken, maar dat zal jullie niet lukken. En jullie willen ook de solidariteit met het Palestijnse volk breken, met al jullie leugens. En dat zal jullie niet lukken, want heel de wereld ziet jullie. Heel de wereld ziet jullie leugens, heel de wereld ziet jullie daden en heel de wereld komt in verzet daartegen. En dat verzet zal ervoor zorgen dat Palestina vrij zal zijn en dat jullie, regeringsleiders, eindigen waar ze horen, in de cellen van het internationaal strafhof. En parallèle, on va dire, du front militaire, il y a aussi donc ce front de la justice qui est maintenant devenu extrêmement important et les autorités israéliennes sont véritablement inquiètes de toutes ces procédures qui sont en train d'être mises en place contre les soldats. J'en fais même les frais puisque je suis sous enquête du parquet antiterroriste. Je suis accusée, alors que je ne suis même pas soldate de Tsahal, mais je suis accusée d'avoir participé au génocide, complicité de crimes de guerre, complicité de génocide, de provocation publique avec effet de génocide. Bien, donc vous voyez que c'est une manœuvre d'intimidation. Alors, bien entendu, de la même manière qu'ils ne m'intimident pas et que nous continuerons d'agir. Ces soldats, il est très possible que dans beaucoup de pays. Je trouve qu'il faut absolument gagner cette bataille judiciaire. D'abord, elle est tout à fait possible puisqu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas de crime de guerre et donc nous devons le prouver. Si nous devons passer par la justice pour le faire, il faudra aussi se battre sur ce point. Et malgré les divers efforts de certains pays de la communauté internationale, notamment l'Afrique du Sud, avec la plainte qu'elle a déposée devant la Cour internationale de justice, où il a été indiqué que nous assistons à un possible ou plausible génocide, cela n'a pas empêché Israël de recourir encore et encore aux mêmes méthodes, à la même façon de faire la guerre, non seulement contre le Hamas,
mais contre l'ensemble de la population palestinienne. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel, cruel. Et alors, vous voyez les drapeaux palestiniens, et je reviendrai ensuite sur ce festival, mais les drapeaux palestiniens qui instrumentalisent les droits de l'homme, qui instrumentalisent la lutte contre le racisme, qui mettent le masque de l'humanisme et du cessez-le-feu, etc., alors que vous voyez bien que cette manifestation, les mots qui sont scandés, ce ne sont que des mots de haine, de chaos et effectivement morbides. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Je pense donc que c'est un cas très fascinant, tant sur le plan juridique que sur les plans politiques, moral et éthique. En tant qu'ancien officier militaire, je dirais que j'ai honte du fait que des officiers et soldats israéliens se qualifient eux-mêmes d'officiers et de soldats, car pour moi, il ne s'agit que de terrorisme. Ce n'est rien d'autre. Ils expriment une sorte de joie à tuer des enfants et des choses de ce genre. Et pas seulement maintenant, d'ailleurs. Il y a environ 10 ans, et même avant, nous avons eu des témoignages de soldats disant qu'ils tuaient ou tiraient sur des enfants à Gaza juste pour s'amuser. Juste pour s'amuser. Il y a eu un cas célèbre, je crois que c'était en 2009, où un groupe d'enfants jouant sur la plage à Gaza a été tué par des soldats israéliens. Et ils ont dit, eh bien, nous ne savions pas quoi faire, alors pour s'amuser, nous les avons tués. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu dans l'histoire. Je pense que même pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, les gens ne tuaient pas pour s'amuser. C'était méthodique. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Elle est accusée d'avoir prétendu être une survivante des attentats du 13 novembre. Elle s'appelle Alexandra. Dès le lendemain des attentats, elle est interrogée par une télévision américaine devant le bar Le Carillon. Elle apparaît dévastée, mais elle n'est pas blessée. Et pour cause, elle se trouvait à l'autre bout de Paris le 13 novembre 2015. Et pourtant, c'est une toute autre histoire qu'elle va raconter pendant les mois qui suivent, jusqu'à constituer un dossier de victime officielle. Pourquoi une jeune femme bien intégrée, diplômée d'un master en communication, et alors assistante de direction dans une grande entreprise, aurait-elle fabriqué un statut de fausse victime? Elle joue même parfois de son profil de victime pour obtenir des séjours à moindre coût. Comme ici pour un voyage à Tel Aviv. Je suis une des victimes du 13 novembre à Paris. Je suis un peu juste financièrement pour un Airbnb. Donc si quelqu'un a un canapé ou quelque chose comme ça, j'ai la preuve officielle et je ne suis pas une menteuse. Le dossier d'Alexandra est complet. Elle y fait part de troubles psychologiques et d'une simple foulure au pouce. Elle rédigera ensuite 10 relances pour percevoir ses indemnités. Elle touchera 20 000 € au total. Hélas, mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Il faut dire que ça fait 2 mois que ça dure et que ça devient de plus en plus invivable, que je me sens de plus en plus isolée et abandonnée et j'ai l'impression d'avoir en fait, on va dire encore qu'on se victimise, mais d'avoir en fait tout le monde contre moi en fait quelque part. Et là, des tags sont apparus et toutes les semaines, on en avait des nouveaux avec des étoiles de David, des étoiles juives, des croix gammées. Ça a été de l'ascenseur, dans l'ascenseur, la porte, le paillasson, les escaliers, la boîte aux lettres. Et en fait, ça ne cesse pas, c'est sans cesse. J'en suis à la 6e plainte.
Je voulais vous parler, à vous madame, monsieur, antisémite, qui qualifiait de crime de génocide l'incroyable et délicat déploiement des forces israéliennes. Il y a vraiment une instrumentalisation de l'antisémitisme en réalité. Pour moi, le cœur de la propagande est mettre sur le plan d'une guerre de religion. Fait oublier qu'en fait, on est dans une guerre pour la terre et un conflit pour la terre et qu'il y a un projet, je finis là-dessus, du gouvernement de Netanyahou, qui n'est plus un seul Palestinien, du Jourdain, la mer Méditerranée. Confondre la critique de la politique de l'État israélien avec l'antisémitisme, c'est une confusion dans les esprits qui en réalité n'est pas acceptable. Cette accusation d'antisémitisme, elle est extrêmement grave, d'abord parce qu'elle ne tient absolument sur rien et qu'elle décrédibilise la lutte absolument nécessaire contre le véritable antisémitisme. Discours typiquement antisémite, voilà. Quoi de neuf, docteur? Dans tous les collèges de France aujourd'hui, dans toutes les universités de France, mais aux États-Unis pareil, c'est Israël qui est accusé de génocide. Moi, j'ai des amis au Brésil, j'ai des amis en Argentine qui détestent Israël, non pas parce qu'ils sont antisémites, c'est ni l'antisémitisme catholique chrétien, ni l'antisémitisme racialiste hitlérien, mais parce qu'ils considèrent en tant que membre du Sud global que Israël est le dernier pays colonisateur au monde, occidental colonisateur. C'est ça qui se passe. Et du coup, la haine d'Israël augmente dans le monde entier. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. אגב, האוניות שלהם נמצאו קרחנה שלמה. הם לא באו באמת, לא למשט, לא לעזור, אלא הם באו בעד עזה, בעד הטרוריסטים. אלה טרוריסטים. C'est de dire tout va bien quand on rentre et puis après on fait une petite dépression. Voilà. Et nous avons tous été traumatisés. On a été traités, mais humiliés. C'était indigne. Ils voulaient nous rendre, nous faire comprendre qu'à leurs yeux, on était des bêtes. Voilà. Et moi, j'ai compris ça quand on a passé 2 heures à genoux sur le port avec la tête baissée contre le bitume. Je me suis dit là, ça va mal se passer. Et puis après, ça a été l'enfermement. Punition collective, l'enfermement à 14 dans une cellule, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 23 mètres carrés, 14 personnes, je suis parti parce que je trouvais que c'était important de faire quelque chose pour ces gens, quoi, voilà. Je trouvais que c'était important de tendre la main, quoi, et puis pas de rester ici, puis faire des manifs comme ça, et puis on rentre chez soi, puis on revient, puis rien ne change, quoi. Et puis heureusement, on a réussi à mobiliser, et heureusement, je vous le dis comme ça, j'ai participé à l'augmentation de la mobilisation au niveau, quand je vois les Italiens, ce qu'ils ont fait, quoi. Ça n'a pas servi, ça a servi à quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Non, laissez-vous! Non, Et si on ramenait un Britannique pour diriger Gaza comme au bon vieux temps? Mais pas n'importe lequel, hein. Un mec accusé de crimes de guerre, sinon c'est pas drôle. Trump a présenté son plan de paix du jour d'après pour Gaza. Selon lui, c'est l'un des plus grands jours de la civilisation. Et parmi toutes les bonnes idées qu'il a eues, on se doit de donner une mention spéciale pour le gouverneur qu'il a choisi, à savoir Tony Blair. Oui, Tony Blair, monsieur invasion de l'Irak. Il y a quelques semaines, quand son nom avait été évoqué, la journaliste Ash Sarkar avait eu une réaction qui résume bien le ressenti de beaucoup de gens. How significant is the fact that Tony Blair is involved in discussions about a post-war Gaza? Well, I guess it's because Satan was unavailable. Depuis, les réactions de ce type se sont multipliées et celle qui revient le plus, c'est que Tony Blair devrait répondre de sa complicité de crimes de guerre pour son rôle dans l'invasion de l'Irak en 2003 à La Haye et certainement pas devenir le futur gestionnaire de Gaza. Mais d'ailleurs, il fait quoi Tony Blair depuis tout ce temps ? Eh bien, il dirige tout simplement l'Institut Tony Blair, projet qui constitue, selon le journaliste Rémi Carayol, un instrument de pouvoir grâce auquel il recycle son capital politique et transforme la dévastation
En Marché. En gros, c'est un instrument de néocolonialisme anglo-saxon qui cherche à imposer des standards, des méthodes, des cadres capitalistes occidentaux à des pays, souvent africains, et qui ont souvent pas mal de matières premières. Vous voyez le genre ? Au-delà du symbole particulièrement choquant de vouloir réinstaller un gouverneur britannique en Palestine, Carayol rappelle que le TBI est financé par des donateurs, des États, des grandes entreprises, etc. Parmi eux, l'Agence américaine pour le développement international, la Banque mondiale, des multinationales, dont Microsoft, des fondations philanthropo-capitalistes, parmi lesquelles la fondation Bill et Melinda Gates. Étant donné que Trump a déjà présenté son plan de transformer Gaza en Riviera, on a du mal à croire que Tony Blair vienne assurer un avenir radieux pour les Palestiniens. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.